La lettre est arrivée un jeudi. D'une certaine manière, c'était une bénédiction. La gouvernante aurait le week-end pour se ressaisir, avant que le personnel ne revienne de ses demi-journées de congé, avant que des questions ne soient posées dans les embrasures de porte et des réponses données en chuchotant. C'était une petite enveloppe de couleur crème. Elle était scellée avec de la cire rouge. La cire avait été pressée avec plus de force que nécessaire, si bien que les bords du blason étaient flous. Un lion en pleine foulée, sa crinière aplatie et étrange, comme si la main derrière le seau avait tremblé ou simplement ne s'en était pas souciée. L'enveloppe est restée sur le plateau d'argent dans le hall d'entrée d'Ashfern House pendant 23 minutes avant que quelqu'un ne la touche. Le majordome avait lu l'adresse une fois, puis deux fois, puis il l'avait posée et était parti chercher la duchesse. Il n'avait pas su quelle expression adopter en la trouvant. Finalement, il n'en avait adopté aucune. Elle était dans la véranda quand il est arrivé. Elle était assise, très immobile. C'était sa posture habituelle quand elle réfléchissait. Ses deux mains reposaient, ouvertes, sur ses genoux, paumes vers le ciel, comme si elle attendait de recevoir quelque chose. Un petit oiseau brun s'était posé sur le rebord de la fenêtre la plus éloignée. Sa tête était inclinée, son œil sombre et brillant. Il venait sur ce rebord depuis 3 semaines, ce qui était inhabituel. Les oiseaux ne se posaient pas souvent dans la véranda. Le verre retenait la chaleur étrangement. Et l'air à l'intérieur portait une odeur de terre humide. Et quelque chose qui ressemblait presque à du poivre, venant des vignes grimpantes le long du mur sud. L'oiseau ne semblait pas s'en soucier. Il venait chaque matin, se perchait quelques minutes, puis repartait. La duchesse avait cessé d'en être surprise. Elle lut la lettre 2 fois, comme son majordome avait lu l'enveloppe. Puis elle la plia le long de son pli d'origine. Elle la tint dans ses 2 mains sans parler. L'oiseau s'envola. Voici ce que disait la lettre, dans le langage des formules de politesse et des clauses subordonnées, dans la prose précise et sans âme que les avocats et les dukes affectionnaient tous deux. Elle n'était plus la bienvenue à Ashfern House. Sa grâce, le duc d'Ashfern, son mari, Edmund Vane, qu'elle avait épousé 7 ans plus tôt, lors d'une cérémonie pleine de faste et de très peu de chaleur, avait décidé que cet arrangement n'était plus tenable. Elle serait relogée à Wren Hollow, le domaine secondaire de la famille Vane dans le comté nord de Durmarsh. Un personnel de maison de 4 personnes lui serait fourni. Sa correspondance continuerait d'être gérée par les avocats du domaine. La lettre le précisait sans le dire tout à fait. On ne s'attendrait pas à ce qu'elle revienne. On ne s'attendrait pas à ce qu'elle revienne. Elle resta assise avec cette pensée un long moment. De l'autre côté des murs de verre de la véranda, le jardin s'étendait dans son état de fin d'automne. Les rosiers étaient taillés courts, les parterres recouverts d'un paillis sombre et lourd. Le grand chêne au fond du mur se dressait, dépouillé et immobile, contre un ciel de la couleur d'un vieil hématome. Il pleuvait depuis 3 jours. Les allées entre les parterres étaient devenues molles. Le jardinier avait posé des planches sur les pires tronçons. De larges planches de bois pâle qui coupaient la terre sombre comme des traits de plume. Elle les avait parcourues ce matin-là, seule, avec des bottes légèrement trop grandes pour elle. C'étaient les seules bottes dont les semelles ne laissaient pas passer l'humidité. Elle mit la lettre dans la poche de sa robe. Elle ne pleura pas. Elle n'avait pas pleuré depuis un certain temps, non pas parce qu'elle était devenue froide, mais parce qu'elle avait appris, quelque part au cours des dernières années, que le chagrin n'était pas une chose que l'on mettait en scène, même en privé. C'était une chose qui vivait derrière le sternum et entre les omoplates, et parfois derrière les yeux. On le portait, et parfois il se déplaçait. Et quand il se déplaçait, on respirait autour de lui, puis on continuait. Elle demanda au majordome d'envoyer un mot au cocher. Elle avait 3 jours pour faire ses bagages. Elle prit la plume de l'oiseau sur le rebord de la fenêtre. Une petite chose brune et banale. Elle l'enveloppa dans un carré de lin et la plaça dans la poche intérieure de sa valise de voyage. Ce que personne à Ashfern House ne savait, et ce qui n'avait pas encore été deviné, c'est qu'elle attendait cela. Elle ne l'espérait pas. Ce n'était pas une femme qui confondait l'attente avec le souhait, mais elle s'y attendait. Elle l'avait calculé. Elle avait observé Edmund à travers les tables de dîner, les salons et les rares occasions publiques obligatoires pendant 7 ans. Et elle avait appris à le lire comme on lit la météo. La façon particulière dont sa mâchoire se contractait quand il avait décidé quelque chose. La façon dont il transférait son poids de son pied gauche à son pied droit quand il était sur le point de dire quelque chose qu'il avait répété. Elle avait vu les signes il y a 2 mois, peut-être plus tôt. Elle avait commencé à se préparer discrètement. Son nom,
avant d'être la duchesse d'Ashfern, était Clara Morrow. Clara Morrow, qui avait grandi dans une maison de la ville marchande de Selbury. Son père y dirigeait un bureau de comptabilité et sa mère dirigeait tout le reste. La maison, les comptes, la gestion sociale particulière d'une famille respectée sans être grandiose, confortable sans être assez riche pour se permettre la négligence. Sa mère était morte quand Clara avait 11 ans, et cela avait changé les choses. Pas de façon dramatique, pas à la manière d'une tragédie qui s'annonce et exige d'être reconnue, mais tranquillement, de la manière graduelle d'un ajustement que l'on fait pour compenser quelque chose de manquant, si bien que des années plus tard, on ne se souvient plus de la forme originale de la chose, seulement de la version compensée de soi-même. Clara Morrow, qui avait étudié les registres de son père à la lueur d'une bougie de suif, qui avait compris à l'âge de 14 ans, avec la certitude calme de quelqu'un découvrant un fait longtemps suspecté, que les chiffres disaient la vérité, même quand les gens ne le voulaient pas. Les chiffres ne jouaient pas la comédie. Ils ne souriaient pas quand il fallait sourire, ou ne se montraient pas déférents, quand la déférence était politiquement utile. Ils disaient ce qu'ils disaient. Et la discipline de s'asseoir avec eux, d'apprendre à les lire sans vœux pieux, avait donné à Clara un instrument de perception. Un instrument qu'elle avait passé les années suivantes à appliquer à tout. Les visages, les pièces, les accords, la formulation soignée d'une phrase qui ne disait pas tout à fait ce qu'elle semblait dire. Clara Morrow, qui avait 22 ans quand son père est mort. Pas de façon dramatique, mais d'une maladie hivernale, dont il n'avait dérangé personne, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour les déranger. Et 23 ans quand son associé, un homme nommé Oswin, qui s'était toujours tenu légèrement de biais en parlant à son père, comme s'il présentait un visage de face, tout en réservant l'autre pour ailleurs, avait agi efficacement et en toute légalité pour absorber ce qui restait de l'entreprise. Les dettes étaient réelles. Oswin avait veillé à ce que le mécanisme par lequel elle devenait le problème de quelqu'un d'autre soit infaillible. Et 24 ans quand Edmund Vane, 6e duc d'Ashworth, lui avait été présenté lors d'une réception. Une réception à laquelle elle avait assisté avec le dernier reste de sang-froid social qu'elle maintenait encore. Il avait offert par un intermédiaire, dans le langage correctement indirect des hommes qui traitent de grands arrangements, de régler les dettes en suspens en échange de sa main. Elle avait compris cet arrangement, elle aussi. Elle l'avait entièrement compris. Ce qu'Edmund n'avait pas compris, ce qu'il avait peut-être sous-estimé dans ses calculs froids et efficaces, c'était ce qu'il acquérait en acquérant Clara Morrow. Il voulait une femme présentable, mais pas menaçante. Éduquée, mais pas de manière gênante. Liée au commerce, ce qui la rendait utile pour certaines relations qu'il cultivait dans la sphère industrielle en pleine croissance, mais pas si profondément ancrée qu'elle l'embarrasserait dans les salons. Il avait voulu, en bref, un instrument, précis, fiable, silencieux. Il n'avait pas pensé à demander si l'instrument avait ses propres plans. Ces 7 années n'avaient pas été entièrement dépourvues de leur dignité discrète. Elle avait géré la maison d'Ashbourne avec une rigueur que le personnel respectait, même s'il n'en comprenait pas toujours la raison. Et elle était apparue aux côtés d'Edmund lors des réceptions qui exigeaient une épouse. De la même manière qu'un meuble est nécessaire pour compléter une pièce. Présente, appropriée, fonctionnelle. Elle avait appris l'art particulier d'être ignorée avec une attention totale. De se laisser traiter comme une décoration, tout en écoutant avec la concentration de quelqu'un qui s'attendait à être interrogé plus tard. Elle était très douée pour cela. Edmund avait pris son efficacité pour de la soumission, son sang-froid pour du contentement, son silence pour l'absence de perspective, plutôt que pour sa gestion prudente. Sa première véritable erreur de jugement avait été l'accord commercial 3 ans après leur mariage, celui qui attirait maintenant l'attention de certains services de l'administration de la couronne. Il l'avait mené dans son bureau, utilisant des papiers qu'il laissait traîner. Avec la confiance inconsciente d'un homme qui ne ferme pas ses tiroirs à clé parce qu'il n'a jamais eu à le faire. La deuxième erreur de jugement avait été une conversation qu'elle avait surprise, non pas intentionnellement, mais par le simple accident d'une maison qui conduisait étrangement le son par temps froid. Antry Edmund est un homme qu'elle reconnut comme une figure importante du secteur du transport maritime. Les termes de l'accord y avaient été discutés avec une franchise qui suggérait que les deux hommes étaient très sûrs de leur intimité. Elle était restée dans le couloir, la main sur le mur et la respiration entièrement sous contrôle. Et elle avait écouté jusqu'à la fin de la conversation. Puis elle était retournée au salon, s'était assise et avait commencé à construire dans son esprit ce dont elle aurait besoin.
La troisième erreur de jugement était la lettre. La route vers le nord était longue, mal entretenue. Elle sentait sur de longs tronçons le mouton mouillé et la fumée de charbon des petits villages qu'ils traversaient. Là, des hommes se tenaient sur le pas de leur porte et regardaient passer la voiture avec des expressions de curiosité douce et burinée. Elle les regardait en retour. Elle avait toujours préféré la campagne à la ville, non pas pour sa beauté, bien qu'elle en eût, mais pour son honnêteté. La terre ne faisait pas semblant. Elle était simplement ce qu'elle était. Froide en novembre, humide en mars, brièvement et férocement vivante en juin. Puis elle retournait à son ossature. Elle comprenait cela. Wren Hollow, quand elle apparut lentement, d'abord comme une tache grise contre la colline, puis comme une forme, puis comme une maison. Elle n'était pas petite. Elle s'était attendue à ce qu'elle soit petite, s'était préparée à la petitesse. Mais la famille Vane avait construit à une autre époque où la démonstration d'échelle était en soi une forme d'argument. Et Wren Hollow, bien que clairement moins favorisée qu'Ashfern, avait été construite dans des proportions baroniales. Les décennies de négligence qui suivirent n'avaient guère contribué à les diminuer, mais beaucoup à les rendre étranges. Ses pierres étaient sombres, ses fenêtres étroites. Le jardin, si on pouvait l'appeler ainsi, était un enchevêtrement de haies de buis et de lierre morts. Et quelque chose qui avait été autrefois un parterre à la française n'était plus qu'un souvenir de géométrie. Elle se tint dans l'allée et la regarda un long moment. Puis elle dit, à personne en particulier, « Bien. » Les 4 membres du personnel qui lui avaient été assignés étaient déjà à l'intérieur. Il y avait Madame Hewitt, la gouvernante, qui avait la soixantaine et était sceptique. Elle avait la poignée de main de quelqu'un qui avait décidé de réserver son jugement, mais qui était déjà presque certain de la conclusion de ce jugement. Il y avait Bram, le jardinier, qui était très jeune et très grand, et qui semblait, d'après la posture de ses épaules, s'attendre à ce qu'on lui parle avec condescendance. Il y avait une cuisinière nommée Pell, dont le premier acte à l'arrivée de la duchesse fut de lui présenter un bol de soupe, comme pour la défier de s'en plaindre. Et il y avait une jeune fille d'environ 16 ans nommée Nance. Elle était techniquement la femme de chambre, mais en moins de 20 minutes, elle avait clairement fait savoir qu'elle était principalement intéressée par la conversation, et qu'elle parlerait, que quelqu'un réponde ou non. Clara ne s'était pas attendue à les apprécier. Elle les apprécia presque immédiatement. Ce soir-là, seule dans la chambre qui avait été préparée pour elle, longue, froide, avec une cheminée qui fumait légèrement quand le vent venait de l'ouest, elle ouvrit sa valise de voyage. Elle en sortit les objets qu'elle avait emballés avec le plus grand soin. Pas ses bijoux, qu'elle avait apportés, mais qui serviraient un autre objectif. Pas les livres, bien qu'elle les ait apportés aussi. Ce qu'elle sortit en premier et posa sur le bureau face à la fenêtre, c'était 3 choses. Un journal relié en cuir dont la serrure était cassée depuis longtemps. Son contenu n'était pas des entrées de journal intime, mais des chiffres. Des colonnes de chiffres, de noms, de dates, de transferts, de transactions qui remontaient à 4 ans, et qui avaient été enregistrées avec la patience et la précision de quelqu'un qui avait compris très tôt que la documentation était une forme d'armure en soi. Deuxièmement, une lettre pliée écrite d'une main qu'elle reconnaissait, mais qui n'appartenait pas à Edmund. Une lettre qu'elle avait trouvée 18 mois plus tôt dans le tiroir de son secrétaire privé, là où elle avait été placée négligemment par un homme qui n'avait pas cru sa femme capable de s'en soucier. Troisièmement, la petite plume enveloppée de lin. Elle la plaça à côté du journal et la regarda un moment avant de commencer à travailler. Elle n'était pas ici pour décliner, elle était ici pour construire. Si l'histoire de Clara vous a captivé, prenez un moment pour vous abonner. Il y a d'autres récits comme celui-ci. Long's lance est plein de cette sorte de justice qui n'arrive pas avec un grand bruit, mais avec une porte qui se referme très doucement sur la bonne personne. Cela compte beaucoup pour nous. La terre de Wren Hollow, s'est-il avéré, était du genre à récompenser l'attention. C'est ce que les agents immobiliers avaient appelé marginal. Ce qui signifiait que personne n'avait fait beaucoup d'efforts avec elle depuis un certain temps. Ce qui signifiait que l'effort lui-même avait de la valeur. Clara n'avait pas été agricultrice et n'avait jamais eu l'intention de le devenir. Mais elle était la fille de son père. Ce qui signifiait qu'elle comprenait ce qu'était le capital et comment il se déplaçait. Et elle avait reconnu, dès sa première semaine de marche sur la propriété, dans ses 2 grandes bottes, à travers le parterre mort,
en descendant la pente vers la prairie de la rivière et en remontant le long du mur de pierre qui séparait le domaine de la lande, que ce qu'elle regardait n'était pas une ruine. C'était une opportunité dans un état désordonné. Elle écrivit à 3 personnes le premier mois. Le premier était un notaire de la ville de Dermosh. Elle avait trouvé son nom dans les archives de son père. C'était un homme réputé pour sa discrétion, sa rigueur et son aversion à ce qu'on lui dise ce que les affaires de son client étaient probablement. Le deuxième était un marchand de laine nommé Halcott. Elle l'avait rencontré une fois brièvement lors d'une réception à Londres 4 ans plus tôt. Elle avait gardé sa carte parce qu'il lui avait parlé comme à une personne, et non comme à une décoration. Et parce qu'il avait dit, sans qu'on le lui demande, que les comtés du Nord allaient devenir considérablement plus intéressants pour les gens qui y prêtaient attention. La troisième était une femme, ce qui en soi était un fait qui exigeait une certaine prudence dans la manière de le gérer. Elle s'appelait Madame Fenn. Elle dirigeait une petite manufacture de dentelle dans le village de Brock, à 7 miles de Wren Hollow. Son exploitation, Clara l'avait appris des conversations incessantes et extrêmement utiles de Nance, était limitée depuis 2 ans par un manque de chaîne d'approvisionnement fiable pour le fil qui était sa matière première principale. Le notaire, dont le nom était Carver, arriva un mardi et resta 4 heures. Il repartit avec une commission. Halcott répondit dans les 15 jours. Sa lettre indiquait qu'il était intéressé. Madame Fenn ne répondit pas par écrit. Elle vint en personne par un matin gris de décembre. Elle portait un manteau qui avait connu bien des intempéries et un étui d'échantillons de son travail. Elle s'assit en face de Clara, à la table de la cuisine. Pas le salon, la cuisine. Clara avait décidé très tôt que c'était la pièce de la maison la plus honnête sur ce que les choses étaient réellement. Elle posa 3 échantillons de dentelle sur la surface en bois brossé et dit sans préambule, « Vous comprenez ce que je fabrique. Je comprends ce que vous fabriquez, ce que vous ne pouvez pas fabriquer en quantité suffisante. Et pourquoi ?» dit Clara. Madame Fenn la regarda un moment, un long regard scrutateur, le genre de regard qui contenait ses conclusions, mais ne les livrait pas encore. « Très bien, » dit-elle. En février, l'accord avec Halcott avait été formalisé. La laine des champs de l'Est des terres de Lande de Wren Hollow. Des terres que Bram, une fois qu'on lui avait donné des outils, des instructions et l'impression distincte que Clara s'intéresserait sérieusement à leur utilisation, avait transformé de pâturage brut en production de tonte gérée. Cette production alimentait un accord d'approvisionnement qui se connectait, via le réseau de Halcott, à des fabricants dans 3 comtés. En mars, une partie de ce fil arrivait ponctuellement à la manufacture de Madame Fenn à Brock, et la dentelle qu'elle produisait avec trouvait des marchés que ses contraintes d'approvisionnement précédentes avaient rendus inaccessibles. En avril, Carver avait enregistré par un mécanisme de soins délibéré et plusieurs couches de structure juridique appropriées, une société commerciale sous un nom qui n'était ni Clara Morrow, ni la duchesse d'Ashfern, mais qui était, dans tous les sens du terme, la sienne. Elle l'appela Wren & Co. Elle ne dit à personne pourquoi. L'oiseau revint en mars. Elle ne s'y attendait pas. Elle avait supposé, avec la résignation de quelqu'un qui avait appris à ne pas attacher de sentiments aux choses sur lesquelles on ne pouvait pas compter, qu'il était simplement parti. Que ces 3 semaines à la fenêtre de la véranda d'Ashfern avaient été une coïncidence et non une signification. Mais il était là un matin, quand elle ouvrit la fenêtre de la pièce qu'elle avait transformée en bureau. Petit, brun, banal. Sa tête inclinée sous le même angle qu'il l'avait toujours inclinée. Son œil ayant la même qualité sombre et brillante qui le faisait paraître. Non pas stupide, mais intelligemment perplexe. Il se posa sur le bord du bureau. Elle ne bougea pas. Il considéra un moment la plume enveloppée de lin. Elle l'avait posée là des semaines auparavant, l'oubliant à moitié. Puis il recula et la regarda. « Je sais, dit-elle. » Il vola jusqu'au rebord de la fenêtre et y resta pendant qu'elle travaillait. Bram, qui avait été initialement prudent dans sa manière envers elle, attentif, déférent de la manière un peu raide de quelqu'un qui s'attend à être corrigé pour un faux pas qui n'est pas encore arrivé, était devenu en avril une version différente de lui-même. Il était toujours grand et toujours très jeune, mais la posture de ses épaules avait changé. Il n'attendait plus qu'on lui dise quoi faire maintenant. Il venait le matin avec des observations et des questions, et parfois un problème qu'il avait déjà à moitié résolu. Il présentait sa solution avec la fierté légèrement incertaine d'une personne qui n'avait pas été encouragée auparavant à résoudre les choses. Elle l'écoutait attentivement.
Elle lui disait quand il avait raison, ce qui était la plupart du temps. Quand il avait tort, elle le lui disait aussi, avec la même franchise et sans la douceur évasive qu'elle avait remarquée des années auparavant. Une douceur que les gens utilisaient souvent avec les jeunes hommes en qui ils n'avaient pas tout à fait confiance pour entendre la vérité. Il avait, découvrit-elle, un génie particulier pour la terre. Pas le genre théorique, pas celui qui vivait dans les journaux agricoles et les manuels de gestion de domaine, mais le génie intuitif, physique, granulaire de quelqu'un qui avait grandi en lisant le sol et la météo comme d'autres lisent l'imprimé. Il savait, par exemple, que la prairie inférieure retenait l'eau plus longtemps qu'il n'y paraissait, et que c'était la raison pour laquelle une bande particulière de celle-ci n'avait jamais bien produit, et que la solution n'était pas le drainage au sens traditionnel, mais un genre légèrement différent. Une suggestion qu'il fit en avril avec l'air timide de quelqu'un qui s'attendait pleinement à être rejeté, et que Clara adopta immédiatement, et qui avait, en juin, transformé la bande en question en la section la plus productive du domaine. Elle lui donna une augmentation, un titre approprié et l'usage d'un cheval qui était resté inutilisé dans l'écurie Est. Il la regarda, comme si elle lui avait donné un continent. Nance, entre-temps, était devenue quelque chose qui défiait toute catégorisation facile. Elle était techniquement toujours la femme de chambre, en ce sens qu'elle remplissait les fonctions d'une femme de chambre avec une compétence raisonnable quand elle se souvenait de le faire. Mais elle était aussi devenue, sans que personne ne l'ait prévu, une sorte de service de renseignement. Elle connaissait tout le monde dans le village et la paroisse environnante. Elle savait qui était apparenté à qui devait de l'argent à qui était discrètement désespéré et qui prospérait discrètement, et qui avait une compétence qui restait inutilisée parce que personne n'avait pensé à la demander. Elle apportait ces informations à Clara, non pas de manière formelle, mais simplement en parlant, de la manière continue, joyeuse et totalement inarrêtable dont elle parlait de tout. Si bien que les renseignements utiles arrivaient intégrés dans des récits sur le mariage de sa cousine, l'état de la route de Brock et les opinions de la femme du forgeron sur la question de savoir si les chapeaux de la nouvelle modiste étaient appropriés pour une femme de son âge. Clara avait appris à écouter d'une manière particulière, une attention douce et réceptive qui n'interrompait pas, qui permettait à Nance de suivre une pensée où qu'elle aille, et qui extrayait du flot de mots qui en résultaient précisément les informations pertinentes et les notait pour un usage ultérieur. C'était une compétence qu'elle avait développée au fil des ans dans les salons et aux tables de dîner, en compagnie de gens qui parlaient librement parce qu'ils avaient décidé qu'elle n'écoutait pas. Elle écoutait toujours. C'est Nance qui lui dit en juin qu'un homme posait des questions. Il était venu au village 2 fois, dit-elle. La deuxième fois, il avait parlé à l'aubergiste, à la femme du maître de poste et à l'homme qui livrait le charbon. Et ces questions portaient toutes, sous leurs diverses formes, sur la nouvelle entreprise qui faisait des affaires dans le comté. D'où venait son argent, qui était derrière, et sur la femme de Wren Hollow qui était arrivée en novembre, et qui, depuis lors, avait été inhabituellement occupée pour quelqu'un qui avait été envoyé pour ne rien faire. Clara posa sa plume. « Décris-le, dit-elle. Nance le décrivit. Grand, mince, avec les vêtements soignés de quelqu'un qui souhaitait paraître moins important qu'il ne l'était. Les tempes grisonnantes, une habitude de se tenir légèrement de côté par rapport à la personne à qui il parlait, comme s'il s'attendait à devoir partir rapidement. Clara reconnut cette description. Son nom était Farrow. C'était l'homme d'affaires d'Edmund. Pas le notaire, pas l'agent immobilier, mais l'autre. Celui qui s'occupait des affaires qui ne pouvaient pas être traitées par des gens qui écrivaient les choses. Il était au service d'Edmund depuis 11 ans. Il était, selon l'évaluation de Clara, extrêmement compétent et totalement sans scrupules, ce qui le rendait dangereux et aussi, d'une manière particulière, prévisible. Les hommes comme Farrow étaient des instruments. Ils avaient des objectifs dont ils ne déviaient pas. Son objectif ici était de déterminer si elle avait fait quelque chose qu'Edmund pourrait utiliser. Elle avait été prudente, mais prudent n'était pas la même chose qu'invisible. Elle écrivit à Carver ce soir-là et à Halcott, et elle envoya une note à Madame Fenn par l'intermédiaire de Bram, qui fit les 7 miles jusqu'à Brock à cheval et revint à la nuit tombée. La note disait seulement « L'arrangement devrait être formalisé plus complètement. Devrions-nous nous rencontrer cette semaine ?» Elle la signa avec le chiffre de Wren & Co. qu'elle et Madame Fenn avaient développé pour la correspondance qui passait par la poste ordinaire. Une petite marque en haut à gauche de la page, à peine visible.
Une notation qui ressemblait à un trait de plume égaré et qui signifiait « Ceci requiert de l'attention ». Elle écrivit aussi pour la première fois depuis son arrivée à Wren Hollow à une personne qui n'était ni un associé commercial, ni un notaire, ni un membre de sa maisonnée. Elle écrivit à sa sœur. Sa sœur s'appelait Jane. Elle avait épousé un homme de l'amirauté qui n'était ni intéressant, ni dangereux, ni particulièrement ambitieux. Et qui, pour cette raison, s'était avéré être un mari exceptionnellement bon, et qui avait, d'une manière structurelle et discrète, que lui-même n'aurait peut-être pas reconnue, fourni à Jane une position à Londres qui était à la fois respectable et remarquablement bien connectée. Jane évoluait dans une strate particulière de la société, qui n'était pas la plus élevée, mais qui était, à bien des égards, plus utile que la plus élevée. La strate qui administrait réellement les choses, qui peuplait les bureaux et assistait au comité. Et qui savait quelles décisions avaient déjà été prises avant d'être annoncées. Clara ne lui avait pas écrit depuis 8 mois. Jane répondit en 6 jours. Sa lettre était chaleureuse, comme les lettres de Jane l'avaient toujours été. Une qualité dont Clara avait, à divers moments de leur histoire, à la fois dépendu et été irritée. Et finalement, ces dernières années, qu'elle avait fini par reconnaître comme l'une des choses véritablement rares au monde. Une chaleur qui n'était pas une performance. Jane était chaleureuse parce qu'elle était chaleureuse. Ce n'était pas un stratagème. Elle était aussi, la lettre le montrait clairement, en colère au nom de Clara, d'une manière qu'elle avait très soigneusement évité d'exprimer pendant un certain temps, et qui trouvait maintenant un exutoire à travers la pression particulière d'une plume sur un papier à lettres épais. Plus important encore, elle savait des choses. Ce que Jane savait, ce qu'elle avait rassemblé depuis sa position dans la strate administrative, des collègues de son mari et de son propre cercle, et de la qualité particulière d'attention qu'elle portait aux choses que les gens mentionnaient en aparté, quand ils pensaient que personne n'écoutait, c'était ceci. Le duc d'Ashfern était sous surveillance. Pas un scandale, pas encore, mais une surveillance. Il y avait des questions provenant de quelque part dans l'administration économique du gouvernement, sur certaines transactions des 3 dernières années, sur de l'argent qui s'était déplacé dans des directions qui ne correspondaient pas tout à fait au compte qui avait été déposé, sur un accord commercial dans le secteur du transport maritime qui présentait, à l'examen, des similitudes intéressantes avec des arrangements qui, dans d'autres mains, avaient attiré un mot que personne avec un duché ne voulait voir appliqué à lui. Clara lut la lettre 3 fois. Puis elle ouvrit le journal en cuir. Les chiffres à l'intérieur n'avaient pas changé, bien sûr. Ils ne changeaient jamais. Ils étaient simplement là, patients et précis, attendant de la manière dont les preuves attendent, sans urgence, sans malice, simplement comme un enregistrement de ce qui s'était produit. Noté d'une main soignée, lisible et totalement dépourvu d'émotion. Car l'émotion n'avait jamais été la raison d'être des chiffres. Ils étaient pour plus tard. Elle avait su, quand elle avait commencé à les tenir, qu'ils étaient pour plus tard. Elle n'avait pas su exactement quelle forme prendrait ce plus tard. Elle commençait à en voir la forme maintenant. Il y eut, au printemps de l'année suivante, en avril, quand la lande au-dessus de Wren Hollow était timidement verte et que le parterre, que Bram avait passé l'hiver à reconquérir lentement, montrait ses premiers vrais signes de redevenir un jardin, un visiteur. Elle n'était pas entièrement une surprise. Clara avait su, par Jane, par Carver et par 2 autres canaux qu'elle avait soigneusement cultivés, que l'enquête sur les affaires financières du duc d'Ashfern avait progressé de la strate administrative à une strate légèrement supérieure, et que certaines personnes dont la fonction était de recueillir des informations avant que des conclusions ne soient tirées avaient posé des questions qui suggéraient qu'elle se rapprochait d'un ensemble de réponses qu'elle n'avait pas encore. Elle avait aussi, par un mécanisme qu'elle avait préparé pour cette éventualité spécifique, fait savoir, non pas bruyamment et non pas directement, mais avec la précision de quelqu'un qui laisse tomber une pierre sous un angle spécifique dans une eau calme, que des réponses pourraient être disponibles si l'on savait où chercher. Le nom du visiteur était Hadley. Elle avait 60, peut-être 65 ans, avec la posture économe de quelqu'un qui avait passé des décennies à conserver ses efforts pour quand cela comptait. Et elle arriva sans cérémonie dans une voiture non marquée et avec un assistant qui resta dans la voiture pendant que Hadley elle-même se présenta à la porte d'entrée. Elle fut admise par Madame Hewitt, qui avait depuis longtemps revu son évaluation de la duchesse de Septic à quelque chose de considérablement plus chaleureux.
Elles se rencontrèrent dans le bureau. Clara avait disposé 2 chaises, un service à thé, et sur le bureau, bien en vue et dans un arrangement délibéré, le journal, la lettre du tiroir du secrétaire et un ensemble de documents supplémentaires que Carver l'avait aidé à organiser au cours des derniers mois en un compte-rendu cohérent, lisible et exhaustivement argumenté de ce qui s'était, en fait, produit. Elle avait passé un temps considérable sur l'arrangement de ces matériaux, non pas pour impressionner. Hadley n'était pas, avait-elle jugé, une personne impressionnée par le théâtre, mais parce que l'ordre lui-même était un argument. Il disait « J'ai été prudente ». Il disait « Je pense à cela depuis longtemps ». Il disait « Vous ne trouverez pas de lacune ». Hadley s'assit. Elle ne prit pas de thé immédiatement. Elle regarda d'abord les documents, tous, avec une attention balayante qui était sans hâte et totale. Puis elle regarda Clara. « Vous avez cela depuis un certain temps », dit-elle. « Oui », dit Clara. « Pourquoi maintenant ?»« J'attendais la bonne structure », dit Clara. « Les preuves sans contexte sont du bruit. Je voulais offrir un signal. » Hadley considéra cela. « Elle avait la qualité, » remarqua Clara, « de quelqu'un qui traitait l'information visiblement. Pas émotionnellement, pas avec performance, mais dans le sens où l'on pouvait observer la pensée comme une sorte d'immobilité physique, un rassemblement avant le mouvement. » Hadley prit la lettre du tiroir d'Edmund, la manipulant avec soin, avec l'attention exercée de quelqu'un qui avait lu un grand nombre de documents et comprenait ce qu'il coûtait aux gens à produire. Elle la lut sans expression. Elle la retourna, examina le verso, la reposa. Elle dit « Il y a des choses ici qui nécessiteront une corroboration. »« J'ai anticipé cela, » dit Clara. Elle indiqua un 2e dossier. Les noms et les matériaux sont là. 2 d'entre eux sont prêts à parler directement si nécessaire. 3e a déménagé à l'étranger, mais est joignable par ses notaires. Carver a la correspondance. Hadley ouvrit le 2e dossier. Elle lut. Elle tourna les pages avec la précision sans hâte de quelqu'un pour qui la rigueur n'était pas un choix, mais une discipline depuis longtemps intériorisée. 1 minute passa. 2. Le son de la lande entrait par la fenêtre, qui était ouverte de quelques centimètres, du vent et quelque chose qui était presque, mais pas tout à fait, un chant d'oiseau. Une note haute et fine à la limite de l'audible, présente puis absente. « Vous comprenez, » dit Hadley, « que cela ne sera pas simple. Le duc a une position. Il a des amis dans certaines pièces. Il les a depuis longtemps, » dit Clara. « C'est, je pense, pourquoi les arrangements qu'il a faits lui semblaient sûrs. » Hadley la regarda avec quelque chose qui n'était pas tout à fait de l'admiration, ni tout à fait de la pitié, ni tout à fait de la surprise. Celle-là occupait l'espace entre les trois, un regard qu'elle soupçonnait que cette femme avait perfectionné au fil des décennies de rencontres avec des gens qui avaient fait quelque chose de plus impressionnant ou de plus insensé que prévu. « Depuis combien de temps vous préparez-vous à cela ?» demanda-t-elle. Clara considéra la question avec un soin sincère, car elle le méritait. « Depuis la première semaine de notre mariage, » dit-elle. Ce qui n'était pas tout à fait vrai, mais était assez proche de la vérité pour que la distinction n'ait pas d'importance. Ce qui était précisément vrai, c'est qu'elle avait commencé à tenir des registres dans les 6 mois. Ce qui était précisément vrai, c'est que la lettre dans le tiroir d'Edmund ne l'avait pas surprise. Elle avait confirmé. La distinction entre s'attendre à quelque chose et y être prêt était le travail de toutes les années intermédiaires. Il avait sous-estimé ce qu'il avait acquis. Fallait sourire, c'était une petite chose, à peine là. Le genre d'expression qui, sur un autre visage, aurait pu n'être rien du tout. Elle prit le dossier. Ferraud revint dans le comté en mai. Il vint directement à Wren Hollow cette fois, sans le prétexte de se renseigner au village. Et il arriva à la porte d'entrée à une heure qui suggérait qu'il avait chevauché toute la matinée depuis une distance considérable. Il ressemblait, quand Madame Hewitt l'admit et l'amena là où Clara travaillait, à un homme qui avait récemment compris que quelque chose avait mal tourné, et qui n'avait pas encore déterminé à quel point c'était grave, ni dans quelle direction. Il était très doué pour ne pas avoir l'air de cela, mais il avait été surpris. Et la surprise est la brèche à travers laquelle les vraies choses deviennent brièvement visibles. Madame Hewitt, qui avait l'instinct de quelqu'un qui avait passé 6 décennies à gérer l'espace entre ce que les gens disaient et ce qu'ils voulaient dire, lui avait offert du thé avec le ton de voix spécifique qu'elle utilisait quand elle jaugeait une personne. Et il avait décliné avec le ton de voix spécifique de quelqu'un qui avait besoin de conclure ses affaires et de partir.
et ils s'étaient regardés pendant une fraction de seconde avant qu'elle ne le conduise au bureau où Clara était à son bureau, écrivant de la manière sans hâte de quelqu'un qui attendait un visiteur et avait refusé de s'arranger différemment pour cette raison. Il délivra son message debout, sans avoir été invité à s'asseoir. « Le duc d'Ashfern souhaitait transmettre, dit-il, dans le langage formel d'un homme qui lisait un script intérieur soigneusement composé par quelqu'un sous une pression considérable, que certains malentendus étaient survenus concernant des documents qui étaient apparemment entrés en possession de parties avec lesquelles la couronne menait une enquête préliminaire, et que sa grâce était prête à... » Ici, Pharaoh fit une pause, et dans la pause, quelque chose changea dans son expression. Un ajustement fractionnaire dans la position de sa mâchoire, la plus faible suggestion du masque derrière le masque. À discuter d'un accommodement qui pourrait être mutuellement agréable en vue de clarifier toute affaire qui aurait peut-être été rendue peu claire par le dossier incomplet. Clara termina la phrase qu'elle écrivait. Elle posa sa plume. Elle le regarda un long moment, pas froidement. Elle n'avait jamais été froide de la manière dont les gens supposaient parfois qu'elle l'était, confondant l'immobilité avec la froideur, comme ils confondaient le sang-froid avec l'absence de sentiment. Elle le regarda avec l'attention soutenue qu'elle accordait à toute chose importante. Une attention simplement pleine et sans nuage. « Dites à sa grâce, dit-elle, que j'apprécie le geste. Je l'apprécie sincèrement. Il a fallu du courage pour l'envoyer. » Elle fit une pause. « Mais je constate que je n'ai plus besoin d'un accommodement. » Il y eut un temps de silence. Le sang-froid de Pharaoh tint bon. Il tint très bien. C'était un professionnel, et les professionnels de sa fonction particulière avaient passé des années dans des pièces où le sang-froid était la seule monnaie qui comptait. Mais elle regarda ses mains. Les deux avaient été jointes derrière son dos, dans la posture d'un homme délivrant une communication formelle. Et quand elle eut fini de parler, elles se dénouèrent brièvement, les doigts s'écartant puis revenant, un mouvement fractionnaire et involontaire qui dura peut-être un quart de seconde. Une petite trahison honnête. Le corps disant ce que le visage avait été entraîné à ne pas dire. Elle le vit. Elle ne fit aucun commentaire à ce sujet. Elle dit agréablement « J'espère que vous trouverez les routes vers le sud en meilleur état qu'elles ne l'ont été. Il y a eu beaucoup de pluie. » Elle le remercia pour son temps et demanda à Madame Hewitt de le raccompagner. De la fenêtre du bureau, elle regarda la voiture disparaître dans l'allée, à travers le portail que Bram avait réinstallé en mars, alors qu'il penchait depuis plus longtemps que quiconque ne pouvait s'en souvenir. Il se balançait maintenant correctement et proprement sur sa nouvelle ferronnerie. Se refermant derrière le véhicule qui partait avec un son qui était, à cette distance, à peine audible. La procédure contre Edmund, lorsqu'elle commença officiellement, fut menée au rythme méthodique des institutions qui ont le luxe de la rigueur et l'obligation de l'exactitude. Elle dura 11 mois. Clara y fut impliquée de la manière dont une source est impliquée, fournissant de la documentation, répondant aux questions posées par l'intermédiaire de Carver, se rendant disponible lorsque sa présence était requise, et absente lorsque l'absence servait mieux. Elle n'assista à aucune audience. Elle ne parla pas aux journalistes, dont il y en eut plusieurs, car l'affaire avait finalement acquis le genre de contour public que les journalistes trouvent utile. Elle s'occupa de ses affaires. Il y avait beaucoup d'affaires à s'occuper. Wren & Co. s'était, à ce stade, étendu au-delà de la laine, du fil et de la dentelle de Madame Fenn, dans deux secteurs adjacents que Halcott l'avait aidé à identifier et que sa propre lecture des schémas économiques des comtés du Nord avait confirmé. Un petit mais rentable investissement dans une extension de canal qui reliait les villes de marché du Sud aux opérations d'extraction minière du Nord, et une participation modeste dans une imprimerie à Darmash qui produisait du papier commercial pour l'activité marchande croissante de la région. Rien de tout cela n'était spectaculaire. Rien de tout cela n'était le genre de choses qui attirait l'attention en étant spectaculaire. C'était simplement correct. Identification correcte de ce qui était nécessaire et où. Relation correcte avec les personnes qui pouvaient le fournir. Tenue de registre correct par Carver. Et une patience que Clara cultivait depuis près d'une décennie. Elle était, d'une manière précise et sans fioriture, en train de devenir riche. Pas la richesse des titres et des terres ancestrales et de la lente accumulation d'héritage. C'était le genre de richesse d'Edmund, et il s'était avéré être un peu plus fragile qu'il n'y paraissait. La sienne était l'autre genre. Le genre que son père avait compris avant que son associé ne le lui prenne.
Le genre qui vivait dans les relations et les registres, et dans la compréhension claire et sans sentiment de la valeur des choses et de leur direction. Elle ne pensait pas beaucoup à Edmund. Quand elle le faisait, c'était sans drame. Il avait été un homme mauvais au sens bureaucratique. Le genre de mal le plus courant est, à certains égards, le plus durable. Le genre qui s'organise derrière les processus, la paperasse, et l'hypothèse que personne ne regardera de trop près. Il l'avait regardé et avait vu un instrument. Il n'avait pas eu tort, exactement. Il s'était simplement trompé sur l'instrument de qui elle était. L'oiseau était parti à l'été. Elle remarqua son absence un matin de juillet sans savoir exactement depuis combien de temps il était absent. Cela aurait pu être une semaine, 2 semaines ou plus. Le genre de vide que l'on découvre plutôt que l'on observe. Elle s'assit un moment au bureau et regarda la plume enveloppée de lin qui avait accumulé une fine couche de poussière. Et elle ressentit quelque chose qui n'était pas tout à fait du chagrin et pas tout à fait du soulagement, et qui ressemblait beaucoup à la sensation de poser quelque chose de lourd que l'on avait cessé de remarquer que l'on portait. Elle déballa la plume. Elle était exactement aussi banale qu'elle l'avait toujours été. Petite, brune et tranquillement elle-même. Elle la posa sur le rebord de la fenêtre. Une année passa. La procédure se conclut l'hiver suivant avec le genre de résultat que les institutions produisent lorsqu'elles ont été rigoureuses. Pas dramatique, pas rapide, mais complet. Le duc d'Ashfern fut démis de plusieurs fonctions, soumis à une pénalité financière considérable et dépouillé d'assez de son influence structurelle pour que ce qui restait soit largement cérémoniel. Il ne fut pas emprisonné, ce qui était une fonction de sa position et de la clémence de l'époque, mais il fut diminué, silencieusement, irrévocablement, à la manière d'une flamme réduite à une braise, qui ne produit pas de lumière et très peu de chaleur, et qui finalement, sans spectacle, s'éteint. Il y eut une lettre de quelqu'un du niveau de Hadley au printemps. Elle exprimait, dans le langage formel et prudent des institutions formelles et prudentes, une certaine appréciation pour les matériaux qui avaient été fournis et la manière dont ils avaient été fournis. Elle notait également, dans une clause subordonnée qui avait été rédigée avec une certaine précision, que la couronne avait intérêt à soutenir le type de développement commercial dans les comtés du Nord qui contribuait à la stabilité régionale, et que Wren & Co. avait attiré son attention à cet égard. Elle lut la lettre, la plia le long de son pli, et la plaça dans le journal, à côté de la lettre du tiroir du secrétaire qui avait tout déclenché. Elle était dans le bureau quand Nance arriva avec le courrier du matin, parlant comme elle parlait toujours de 3 choses à la fois. L'état de la route de Brock, qui était de nouveau pire. Le fait que Madame Fenn avait envoyé un cadeau qui s'avéra être un petit morceau de dentelle dans un motif que Nance identifia comme traditionnel du comté, et que Clara tint à la fenêtre où la lumière le traversait, crème et complexe. La géométrie en était légèrement mathématique, le genre de beauté qui était aussi précision. Et le fait que l'oiseau était de retour. Clara leva les yeux de la dentelle. Sur le rebord de la fenêtre, dit Nance. Le même, je pense. Bram dit que c'est le même, parce qu'il a une marque blanche sur son aile gauche qu'il avait remarquée avant. Clara alla à la fenêtre. C'était en effet le même oiseau. Il était assis sur le rebord extérieur avec son attention inclinée caractéristique. La marque blanche sur son aile gauche, à peine visible sur le brun. Le matin était clair. Le premier matin vraiment clair depuis plusieurs semaines. Le ciel d'un bleu pâle et honnête. Le parterre sous la fenêtre n'était plus un souvenir de géométrie, mais un fait de géométrie. Les haies de buis taillées et les allées de gravier ratissées, et un rosier grimpant pas encore en fleurs, trop tôt pour cela, mais visiblement vivant, visiblement en train de s'étendre, commençant à trouver son chemin le long du mur sud. Elle ouvrit la fenêtre. L'oiseau ne s'envola pas. Elle attrapa la plume sur le rebord. Elle la tint un moment, cette petite chose brune et banale, qui avait voyagé avec elle de la véranda d'Ashfern, au bureau de Wren Hollow, et qui avait été présente sans commentaire à travers tout cela. Puis elle l'attendit, au-delà du bord du rebord, dans l'air clair. Le vent la prit. Elle s'éleva brièvement, tournant, attrapant la lumière. Puis elle alla où le vent la menait, au-dessus du parterre, au-dessus du rosier grimpant, vers la lande, qui était, à cette heure, dans cette lumière, d'une couleur qui n'avait pas de nom précis, ni verte, ni dorée, ni brune, mais quelque chose dans le territoire entre les trois. La couleur de la terre qui a traversé l'hiver et sait, de la manière dont la terre sait, qu'elle n'est pas finie.
Elle regarda jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus la voir. Derrière elle, par la porte ouverte du bureau, elle pouvait entendre la voix de Madame Hewitt dans le hall, stable et pratique, dirigeant quelque chose, et la voix de Pell d'en bas, plus basse et plus chaude, sentant, même à cette distance, le pain. Et la voix de Nance, parlant toujours, se faufilant toujours à travers tout comme un fil brillant, reliant cette pièce au village, au comté, au monde au-delà. Et sous la fenêtre, les pas de Bram sur le chemin, sans hâte. À leur place, le son d'une personne se déplaçant dans un lieu qui est le sien. Elle posa sa main sur le rebord. Elle pensa à son père, brièvement, à ses registres et à sa patience particulière, et à la façon dont il lui avait dit un jour, quand elle avait peut-être 9 ans, et lui avait demandé pourquoi il tenait des registres si soignés de tout, alors qu'on savait sûrement ce qui s'était passé sans l'écrire. Parce que ce que nous savons n'est pas toujours la même chose que ce que nous pouvons prouver. Elle ne l'avait pas compris alors. Elle le comprenait complètement maintenant. Elle se retourna vers le bureau. Dessus, à côté du journal et du courrier du matin, se trouvait une lettre qu'elle avait rédigée la veille au soir et pas encore envoyée. Elle était adressée à un homme à Édimbourg, qui correspondait avec elle par l'intermédiaire de Halcott, au sujet d'une exploitation textile qu'il tentait d'étendre vers le sud. Son exploitation présentait certaines inefficacités structurelles qu'elle avait identifiées et croyait pouvoir résoudre. Et son adresse était à son tour adjacente à certaines autres opportunités qu'elle retournait depuis quelques mois avec le plaisir tranquille de quelqu'un qui n'a pas épuisé les choses à apprendre. Elle s'assit, elle ouvrit la lettre, elle la relut, fit 2 petites corrections dans la marge et la signa de son nom. Pas le chiffre cette fois, son nom. Clara Moravaine, qui était le nom que lui avait donné son père et le nom que lui avait donné son mariage, et auquel elle avait-elle décidé, un droit égal aux 2 moitiés, et qu'elle utiliserait en entier à l'avenir, sans excuse, et sans le rétrécissement particulier que le monde avait parfois suggéré comme approprié chez une femme de sa position. Elle la chella, elle l'a mis avec le courrier à envoyer. Dehors, l'oiseau était toujours là. Il s'était déplacé au sommet du mur du jardin, petit et précis contre le ciel. Et il regardait, comme il semblait toujours regarder, quelque chose qui n'était pas tout à fait visible d'où elle était assise. Quelque chose en direction de la lande ou de l'horizon, ou de la qualité particulière de la lumière par un matin clair de printemps, quand tout ce qui a enduré l'hiver révèle, sans drame et sans annonce, qu'il a survécu, et que survivre n'est pas la même chose qu'être diminué, que ce qui pousse dans le long sillage du froid, de l'obscurité et de la cruauté particulière d'être envoyé pour ne devenir rien, n'est pas rien. C'est simplement quelque chose que les gens qui l'ont envoyé n'ont pas pensé à prendre en compte. Elle se mit à écrire.